On ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Ce n'est pas possible. Comment développer un pays européen et comment développer un pays africain sont deux choses complètement différentes. Parce qu'il y a l'essence du comportement, le caractéristique de l'humain qui diffère. On ne peut pas développer un pays africain si à la tête il y a des ivrognes, des indisciplinés notoires, des gens qui adorent les femmes, des tribalistes qui favorisent les gens de leur tribu et des mendiants. Ce n'est pas possible. Donc, à la tête d'un pays africain qui avance, chaque pays du continent, qui a un semblant de progrès, vous verrez à la tête des gens disciplinés, des gens forts, des gens dignes. Ça m'étonne de voir aujourd'hui, on peut voir à la tête de l'État des gens qui insultent, des gens à la parole prolixe, des gens impolis. Vous voyez un impoli notoire, mais à la tête de l'État. Donc les choses qui sortent de sa bouche vous choquent. Vous dites, mais ça c'est un président de la République. Aucune classe. Non, il n'y a pas de retenue. Vous voyez, quand on devient chef, même chef de la famille, il y a des choses où on ne participe plus. Il y a des discussions qui sont trop bas. C'est l'élément le plus élevé. Ici, nous avons un discours très intéressant venant du Burkina Faso. Le Burkina Faso se traduit par terre des gens intègres ou terre des gens honnêtes. Combattre le terrorisme et reconquérir des territoires aux terroristes est un défi complexe et multiforme qui implique une combinaison de stratégies militaires, politiques, économiques et sociales. Mais c'est important pour le soldat de savoir souvent que le leader avec lui prend les mêmes risques que lui. Le capitaine Ibrahim Traoré demande aux forces de défense et de sécurité de permettre par tous les moyens aux populations de vivre dans la quiétude. Tout en martelant à ces soldats que ce qui doit les intéresser, c'est la sécurité de la population qui voit en eux le seul espoir de vie. Et les gars, donnez-leur cet espoir-là. Permettez-leur de vivre. Le pays est rapidement passé à l'action. Les résidents ont décidé de s'unir avec leurs contributions. Certains ont apporté des objets, d'autres ont contribué de l'argent. Et cela s'est fait volontairement et jusqu'à présent les contributions continuent. Le Burkina Faso qui fait un excellent travail. C'est simple, on ne priorise pas la tribu. Ce n'est pas question, les gens de ma tribu vont avancer, progresser, ils vont faire de l'argent. Ils vont acheter des villas, tout d'un coup ils vont s'enrichir. C'est plutôt la population, c'est l'ensemble des Burkinabés. Au Burkina Faso, on a fait récemment, on vient de choisir de faire un prélèvement de 1% du salaire de tout le monde. Salaire de travailleurs du public et du privé. On va prendre 1% du salaire. Pas seulement l'effort de guerre, mais l'objectif est d'améliorer le pays en soi. 1% de chacun. Donc, chaque personne participe, va volontairement donner 1%. Suivant. C'est une guerre aussi de communication. Quand les terroristes attaquent, il n'y a pas de problème. On n'en parle pas trop. Mais quand nous, on a des victoires, subitement, on entend du tout, des droits de l'homme et tout. C'est leur guerre à eux. Alors justement, cette guerre de communication, quel impact a-t-elle sur l'opinion publique burkinabé, sur la population ? Je pense que la population, la majorité, la masse populaire, comme je dis, peut comprendre facilement. Parce que eux, ils souffrent beaucoup de ça. Mais il faut reconnaître aussi que la colonisation a beaucoup d'effets. Il y a beaucoup de gens aussi chez nous, que nous appelons des valets locaux, qui aussi se retrouvent souvent sur les ondes même de ces médias occidentaux-là, pour dénigrer leurs propres forces armées, pour dénigrer leurs propres combattants. C'est déplorable, mais c'est des Burkinabés qui le font. Donc il y a un gros travail que nous devons faire pour changer un peu les mentalités. Voilà, ces mentalités coloniales qui existent toujours chez certains, qui sont prêts toujours à servir donc le maître, se comportent en esclave. Ça fait partie. En interne, au sein même du pays. Bien sûr, bien sûr. Il y en a au sein du pays qui appellent donc sur les médias occidentaux. Même certains reporters qui travaillent pour eux, bien qu'africains, savent bien ce qui se passe, mais ils racontent ce qu'ils veulent. C'est déplorable. Alors justement, en parlant de cette guerre de communication, de ce paysage médiatique, comment jugez-vous l'arrivée de médias russes, par exemple, en Afrique, qui donnent un point de vue alternatif ? L'arrivée des médias russes, nous voulons des médias qui vont sortir la vérité de ce qui se passe. Alors, quand des gens, par exemple, nous traitent de ne pas respecter les droits de l'homme, je pense que le militaire, la première chose qu'il défend, c'est le droit à la vie. Parce qu'il se sacrifie pour permettre aux civils de vivre. Lorsque on sait qu'il y a la mort quelque part, le militaire y va. Il n'y a pas quelqu'un qui respecte mieux que les forces combattantes le droit à la vie. Donc c'est le premier droit. Mais si les médias russes font sortir la vérité de cette guerre, ils sont les bienvenus. Ceux qui veulent mentir sur cette guerre, on ne va pas bien sûr s'entendre. Parce que l'objectif pour certains, c'est d'intoxiquer nos populations à se retourner contre nous. Et pour pouvoir, atteindre leurs objectifs clandestins.
Donc, nous n'allons pas permettre cela. Et vous ne le permettez pas. Il y a des chaînes et des stations de radio qui arrêtent d'être émises. Bien sûr, et ça va continuer tant qu'un média ne va pas se mettre dans le sens de la vérité. C'est pas seulement les médias occidentaux, même les médias nationaux. Je sais que certains seront censurés s'ils continuent dans une certaine lancée. C'est comme ça. Eux aussi le font. En Europe, lorsque quelque chose ne va pas avec leur assentiment, ils sanctionnent les médias, ils ferment les médias. Je pense que vous-même, vos médias sont fermés là-bas, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Ils font leur propagande, mais on ne va pas permettre qu'on vienne faire la propagande chez nous. Donc, notre population a droit à l'information juste et on va passer ce que nous devons passer. D'accord. Alors, de façon plus concrète maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler de la situation sécuritaire sur le terrain? Vous êtes un militaire, vous êtes un homme de terrain, justement. Alors, quelle est-elle aujourd'hui? La situation sécuritaire, elle est, comment je vais dire, on la contient. Parce que n'oubliez pas quelque chose, à un moment donné, certes, on a un ascendant terrible sur l'ennemi. L'ennemi se rééquipe, on ne sait pas comment. Actuellement, nous rencontrons un certain type d'armement, un certain type de munitions. Voilà, on se demande d'où ça vient. Mais c'est ce que je dis, c'est déplorable peut-être que ça fuite de certaines zones de conflit jusqu'à chez nous. Donc, actuellement, nous sommes à la phase d'organisation et d'équipement. On peut dire qu'on a introduit la guerre parce qu'on attritionne l'ennemi. Mais la vraie guerre, le développement, ça va commencer bientôt. Alors, justement, quelle sera cette deuxième phase? La deuxième phase sera intense, surtout au sol. Surtout au sol, parce qu'il va falloir mettre pied dans les sanctuaires. Il va falloir déloger dans toutes les forêts où il se trouve et assurer maintenant une sécurité à partir d'une certaine ligne pour qu'il n'y ait pas d'infiltration et tout. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de villages, comme je dis, qui avaient été, en fait, occupés ou une zone sous contrôle, mais aujourd'hui, il n'y a pas cette zone au Burkina où l'armée ne peut pas se rendre. On va partir. Peu importe, il n'y a pas cette zone où on ne peut pas se rendre. Quand on dit que les Africains ne sont pas égaux, ce n'est pas pour plaisanter. Les Africains ne sont pas les mêmes. En réalité, avec le temps, vous allez réaliser que les Africains n'ont que pour point commun la couleur de peau. Je sais que ça dérange beaucoup de personnes, mais c'est difficile de savoir où on est. Si on a pour élément de comparaison des gens comme soi ou des gens plus abrutis que soi. Il faut aller ailleurs, aller voir un pays africain plus tard, un pays africain à côté, un pays africain de l'autre, pas seulement vos voisins. Il faut aller chez les anglophones, il faut aller chez les autres pour comprendre là où vous êtes. Suivant. Mais il s'agit de les neutraliser dans leur sanctuaire, ceux qui pourront fuir, quitter le territoire, de mettre un dispositif de surveillance pour les empêcher de pouvoir infiltrer notre territoire. Alors après, il y a ce problème de porosité entre les frontières de vos pays voisins. Et j'imagine que ces groupes terroristes jouent sur ça, se réfugier dans un pays voisin, le temps de, je sais pas, de se renforcer et revenir plus tard. Comment régler ce problème-là avec peut-être justement les autorités des pays voisins? Il faut qu'on soit audacieux. Voilà, c'est une guerre. Peut-être que si il n'y avait pas de mer extérieure, on avait carrément baissé la température. Mais comme il y a des mers extérieures, il faut qu'on soit audacieux. Quand je regarde, par exemple, de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aujourd'hui, dans le conflit actuellement russo-ukrainien, il faut pouvoir faire des infrastructures qui puissent empêcher l'ennemi d'être mobile, de pouvoir traverser nos frontières. C'est des mesures physiques, ça peut être des mesures passives. Par exemple, vous avez, quand vous regardez la ligne de front actuellement Russie-Ukraine, il y a des grosses fortifications, des tranchées, des dents de dragon, beaucoup de choses, beaucoup d'obstacles physiques qu'on peut mettre. Et au niveau des frontières. Bien sûr, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les gens ont construit des murs anti. S'il le faut, on le fera. Et aussi associé à cela beaucoup d'autres moyens passifs. Mais toujours est-il qu'il faut empêcher, coûte que coûte, l'ennemi de pouvoir faire ce jeu. Et quelles sont vos relations actuelles avec les pays voisins qui souffrent des mêmes problèmes que le vôtre? Donc, les relations avec les pays voisins, avec la plupart, ça se passe plus ou moins bien. Avec le Mali, où on a la plus grande frontière, 1000 et quelques kilomètres, ça se passe très bien. Parce que on interopère. Il y a une communication. Oui, une très bonne communication. On rentre au Mali, les Maliens rentrent chez nous, il n'y a pas de problème. Mais avec les pays au sud aussi, il n'y a pas de problème, on opère. Oui. Alors vous avez parlé de la reconstruction de votre armée.
Est-ce que vous avez des besoins spécifiques en équipement aujourd'hui? Bien sûr, on a des besoins spécifiques parce qu'il faut la moderniser, l'armée. Ça ne peut pas rester... La guerre doit nous réveiller, en fait. On ne doit pas prendre ça pour s'apitoyer sur nous-mêmes. On doit prendre ça comme une mesure qui doit nous booster. Voilà. Donc, quand on regarde l'intensité, on apprend de nos échecs parce que c'est pas tous les jours qu'on gagne. Et lorsqu'on perd, il faut faire rapidement un retour d'expérience. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que l'ennemi a utilisé, ainsi de suite. Mais il faut s'équiper. Et je pense que c'est de ça qu'on discute avec la partie russe. Alors justement, vous avez émis le souhait de diversifier vos partenariats militaires. Aujourd'hui, quels sont-ils, ces partenaires militaires, avec qui? Oui, nous avons de nouveaux partenaires qu'on salue en tout cas au passage. On en a beaucoup. La Fédération de Russie, c'est un très bon partenaire. La Turquie, Également, oui. c'est un très bon partenaire. La Chine, voilà. La dernière fois, je disais, ils nous ont même fait des dons. Voilà. L'Iran, la Corée du Nord, on a beaucoup de partenaires. D'accord. Voilà, qui nous appuient, qui nous donnent, en termes d'équipement, souvent des choses très intéressantes. Et on espère pouvoir, voilà, améliorer ce partenariat-là. Par exemple, est-ce que la composante aérienne est importante pour vous? Très importante. D'ailleurs, actuellement, c'est l'un des paramètres très importants pour nous parce que ce soit la surveillance, que ce soit l'attaque, le combat, voilà, La reconnaissance. La reconnaissance, voilà. C'est très important pour nous. Et on maximise quand même sur ça. Et de quoi disposez-vous à l'heure actuelle? Vous estimez que vos besoins sont remplis? Je vous ai dit qu'on va moderniser l'armée, on peut pas vous dire ce qu'on a, mais on prendra toujours plus. Parce qu'il faut se préparer à toute éventualité. Nous ne savons pas ce que l'ennemi aussi pourrait avoir. Alors, des élections sont prévues pour l'année 2024. Vous êtes président de la transition. La situation, vous avez bon espoir qu'elle puisse se stabiliser pour pouvoir maintenir ces élections à temps? Nous avons souhaité finir le plus vite. Malheureusement, on ne nous a pas facilité la tâche, il faut le reconnaître. Voilà. Et comme je vous dis, on sent qu'il y a des mains extérieures qui arment l'ennemi, qui l'équipent de plus en plus. Voilà, donc notre espace est constamment violé, ça on ne cesse de le dire. On ne sait pas pourquoi des avions rentrent et atterrissent, mais tout porte à croire que c'est une livraison logistique. Ça doit s'arrêter parce qu'on va passer à un autre camp. Et plus ceux-là qui demandent les élections compliquent la tâche, la guerre sera longue. Si on veut que la guerre s'arrête, il faut que, voilà, les gens arrêtent ce jeu en fait. Donc, ça dépend d'eux. Donc c'est d'abord rétablir la sécurité. D'abord. Parce qu'il faut qu'on quitte ce concept d'élection, ça se passe juste à la capitale, non. Tout le monde est burkinabé au même titre, il faut que les gens arrivent à aller dans tous les villages. Sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du territoire. Passer le message, leur programme, qu'est-ce qu'ils comptent faire pour les Burkinabés, et que les Burkinabés puissent choisir qui ils vont voter. Sinon, si ça se limite à un groupuscule, quand vous prenez les statistiques des élections passées, non, c'est déplorable. Sur 24 millions de personnes, si on se retrouve avec 3 millions qui votent, je pense pas que ce sont des élections. La masse populaire se retrouve à souffrir seulement parce que, voilà, c'est pas représentatif. Et à l'heure actuelle, vous estimez avoir le contrôle sur quel pourcentage du territoire burkinabé? Bon, en termes de pourcentage, je n'aime pas parler en termes de pourcentage parce que si on va parler de pourcentage, on peut se lever aujourd'hui sur des terrains que des gens pensent que c'est rouge. On part s'installer et puis il n'y a rien. Donc je vous disais qu'il n'y a pas cette partie du Burkina, on ne peut pas s'installer. D'accord. Voilà. Mais nous ne souhaitons pas réinstaller des populations dans certaines zones pour ne pas... voilà, c'est une guerre, c'est une guérilla pour que les gens n'infiltrent pas et viennent les causer des pertes. Parce que la menace est mouvante, justement. Très mouvante, c'est une guérilla, donc voilà pourquoi. Il y a des villages libérés, mais on les réinstalle pas d'abord, on dit de patienter. Mais beaucoup d'autres aussi sont réinstallés parce qu'on est concentré sur une zone pour finir un travail avant d'aller ailleurs, même si on cherche à nous disperser. D'accord. Voilà. Et d'où aussi l'importance des infrastructures civiles, comme les routes, vous en parliez tout à l'heure, pour pouvoir avoir ces déplacements, alors à la fois des militaires, mais aussi des civils, justement, qui puissent se déplacer facilement pour éviter ces attaques terroristes. Bien sûr, bien sûr. C'est très important, les routes. On prend ça,
la guerre, l'infrastructure routière et puis le développement. Voilà. Surtout pour un pays enclavé comme le vôtre. Vous avez besoin de routes. Quels sont les axes les plus importants de votre pays? Il y a plusieurs axes importants. En tout cas, toutes les routes nationales, on aurait souhaité que tout soit bitumé. Et ça va, nous pensons que si on arrive à bitumer le maximum de routes, ça va diminuer un peu l'effet du tourisme. Parce que j'ai dit, il y a des zones qui se sont retrouvées enclavées. Ils produisent, mais ils n'ont aucune capacité de transporter vers la capitale. De par le manque d'infrastructures. Exactement. Et puis, ils se sont frustrés, ils se sont révoltés, et puis Donc, on espère pouvoir faire ces routes. Même si aujourd'hui, le terrorisme nous empêche de pouvoir faire ces routes. Mais on va forcer, on va le faire. Ça va les bénéficier tous. Peut-être certains vont déposer les armes et reprendre les activités. Voilà, c'est très important. C'est clair. On sait où l'argent se trouve. C'est du 1er janvier au 31 décembre. L'effort pour reconquérir le territoire. Pour un peuple uni. God bless.